Ce sera d'un bloc. On ne fait pas de montage, rien. Enfin, je dirais, mais envoyez-moi un mail. Vous êtes les violons. Donc voilà, pour faire une présentation rapide, voici l'objet du délit. C'est un petit carnet autocopiant. Vous voyez, c'est à chaque fois une page quadrillée, puis le duplicata, donc le papier carbone. Et j'ai trouvé ce petit texte dans un de mes tiroirs. Quand je faisais la revue du nerf, j'avais toujours besoin comment on appelle ça, de facturier, en fait, pour facturer mes ventes. Et celui-là n'avait jamais servi. Et quand je l'ai retrouvé, je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'écrire là-dedans, d'écrire quelque chose qu'on peut détacher. Et qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a écrit? Et bien, tout de suite, l'idée m'est venue de l'envoyer à des gens. Donc là, pour le coup, à des amis et des connaissances, sans vraiment savoir ce que j'allais écrire là-dedans. Et pourtant, bizarrement, le premier texte, je l'ai écrit tout de suite en trouvant ce cahier. Et tout de suite, j'ai donné le titre « Tout est conforme ». Alors, je ne savais pas vraiment ce qui était conforme, mais dans l'idée, ça vient de très loin, c'est un mélange de plein de choses. C'est que j'avais envie de réaliser un clip. Et le clip, c'est un peu l'illustration de chacun de ces textes. Je ne vais pas vous dire ce que contenait le clip, parce que sinon, du coup, vous allez deviner. Et donc, il y a une question de rythme à l'intérieur, quand même, une certaine rythmique. J'essaie de régler un peu le micro. Voilà, comme ça, c'est très bien. Et voilà, et du coup, c'est devenu ce petit livre. En fait, j'avais la fin. Je savais comment ça allait terminer. Et le but, c'était d'arriver, d'écrire les 49 autres pages. La contrainte que je me suis donnée, c'était de n'écrire qu'une page par jour. Donc, je n'ai jamais anticipé l'écriture de chaque page, si ce n'est que des idées de personnages, voilà, comme ça, mais jamais écrit auparavant chaque texte. Voilà, j'ai évité de faire des Ah oui, voilà. Alors, du coup, j'ai pris des petites notes quand même. En fait, à l'intérieur de ça, je le signale, parce que certaines personnes remarqueront, je me suis inspiré du quotidien, parce que j'avais 50 jours pour écrire chaque courrier, donc il a fallu quand même activer un petit peu le cerveau et l'imagination. Donc il y a parfois même carrément des bribes de discours, de conversations qui réapparaissent à l'intérieur. Et là, elles sont parfaitement anonymifiées. Voilà, je parle très bien français. Voilà. L'autre contrainte, c'est que c'est des textes très courts et je ne suis pas très habitué à écrire sur un format très court. Et en parallèle, une autre contrainte, c'est que je suis quelqu'un qui met beaucoup de temps à écrire. Par exemple, actuellement, je suis toujours sur un texte que j'ai commencé il y a 10 ans. Il doit faire 300 pages, quoi, mais quand même, je suis quand même un roi de la bifure et de la rature. Donc là, je ne pouvais pas y revenir. Et c'était un petit peu compliqué. J'y suis revenu un peu pour des changements de mots. Par exemple, le mot mouvement au lieu du mot geste. Voilà, juste des trucs comme ça sur 4-5 textes, pas plus. Et puis sur les corrections orthographiques. Je remercie au passage Gwen qui n'a pas pu venir ce soir, mais qui a fait la relecture et les corrections. Parce que ce petit livre est devenu un autre petit livre. Voilà, c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus propre. Je suis un petit peu déçu parce que j'avais demandé du papier bouffant et l'imprimeur ne m'a pas mis de papier bouffant. Donc voilà, c'est beau quand même et puis ça se lit en toute fois. Autre avertissement, dans cette contrainte, il a fallu que je choisisse 50 personnes. Ça a été très vite, mais je me suis mis une autre contrainte, c'est que je voulais qu'un courrier n'arrive qu'à une seule adresse. Donc ce qui faisait que pour les couples, c'était 1 et pas 2. J'ai fait cependant une exception. Voilà. Et oui, mais je ne dis pas, peut-être que vous trouverez au milieu de tous ces noms. Et voilà, je crois que j'ai tout dit approximativement. Je vais donner des conseils de lecture, parce qu'il faut quand même savoir qu'un bon nombre de personnes ne sont pas habituées à lire en public. C'est pas très évident, forcément. Donc c'est pas grave si ça accroche et tout, hein, c'est pas non plus... On est stressé, Régis. Oui, mais moi aussi, comme tu vois, j'en rajoute dans le stress. Donc en fait, ce qu'il s'agit, c'est de lire le plus lentement possible. N'hésitez pas à bouger le micro s'il vous gêne, de prendre des respirations à chaque quand ça vient à la ligne. Et s'il y a des blancs, parce que c'est les silences qui pèsent le plus, forcément, surtout quand on lit, ne pas s'en inquiéter, quoi.
Ça va participer du truc, tout simplement. Et d'être très près du micro, parce que si on dit comme ça, là, du coup, plus personne n'entend, alors qu'il faut être comme ça. Et ça, c'est important. Donc, j'ai remercié Gwen pour les lectures et je remercie l'ensemble des destinataires qui l'étaient involontairement. Et je remercie aussi Sandrine, Madame l'ambassadrice, puisque ça a retardé notre travail, et donc, puisqu'on fait un travail en commun, et du coup, pendant tout ce temps-là, j'étais sur cette affaire. Donc, je vais vous demander une chose, c'est qu'en fait, comme c'est assez rythmé en fait, c'est pas la peine d'applaudir après chaque lecture, parce que sinon, sinon on n'en finit plus. Vous allez comprendre pourquoi il faut pas applaudir, vous allez comprendre tout de suite. Et à la fin, on pourra tous s'applaudir mutuellement, tout ça, ça va être chouette. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Et en fait, je vais appeler les personnes à chaque fois à ce micro-là, et elles pourront venir dire ici, et le texte est là, et à chaque fois, on enlève une page, et oups, le suivant. Oups. C'est parti, vous êtes prêts ? Celui-là, il est un petit peu moins fort. Donc voilà, ah oui. La petite consigne aussi, c'est que les personnes qui lisent, quand elles entendent le numéro approchant, à 2-3 numéros près, qu'elles se rapprochent évidemment pour éviter que la personne vienne du fond pour lire son numéro, donc se rapprocher dès qu'on sent que son numéro approche. Merci. Bravo. On peut applaudir ? Oui, bravo. Oui, juste à la fin, parce que en fait, je ne sais pas où tout ça allait mener, et du coup, de regrouper tout ça d'un seul coup, c'est émouvant. Voilà, on verra ce que ça donne. J'arrête. Je vais remercier ma mère aussi. C'est parti. 1. Sandrine Cabot. Elle s'appelle Elisabeth, ça n'a pas beaucoup d'importance. Elle marche, mettons, dans une rue de Bordeaux. Ça fera plaisir aux Bordelais. Rue Constantin, précisément. Son pas est lent et régulier, son visage radieux, quoique vaporeux. Elle tient dans ses bras un nourrisson invisible qu'elle berce et couvre du regard. Un bébé invisible, l'émanation de celui qu'elle porte en son sein depuis à peine 3 semaines. Cette présence au creux de son ventre la rend légère. Elle arrive à hauteur du cours de Verdun. Son pas mord le passage pour piétons où il s'immobilise. Les automobilistes défilent en ignorant le monde qui s'agite dans son ventre. Elle scrute le feu rouge et frappe encore dans ses mains. 2. Pascal Pellan. Elisabeth claque la porte de l'appartement avec son dos, les bras chargés. Stéphane s'avance vers elle et l'embrasse sur la bouche. C'est un signe de base chez les humains qui s'aiment. Il ne sait rien du secret qu'Elisabeth porte en elle, ou alors il ne veut rien savoir. Il n'y comprend pas grand-chose de toute façon. Et puis ce bébé est invisible, et il est fatigué. En cette rentrée déjà lointaine, tout l'accable. Son travail lui pèse, ses chaussons ne décollent pas du sol quand il marche. C'est peut-être lui, sous le poids du travail invisible, qui a cassé le canapé clic-clac en s'asseyant dessus. Il dit « j'ai faim » et frappe dans ses mains. 3. Fanny Ouin. Les enfants courent dans l'appartement et tournent autour de leur père en jouant à s'attraper. Stéphane ressemble à une grosse statue du jardin public ou un vieil arbre auquel on a fini par s'habituer. Elisabeth observe ses enfants qui, un beau jour, ont quitté son ventre et l'ont abandonné. Elle caresse son abdomen pour se rassurer et adresse un sourire complice au nouveau locataire. Théo et Benoît trépignent. Ils veulent des chaussures de sport de la marque Palladium à 90 € la paire. Stéphane leur explique que c'est très cher et leur fait le détail des dépenses mensuelles nécessaires. Théo et Benoît regardent leur père comme un parc-mètre au milieu d'un champ de betteraves. Ils ne veulent rien comprendre, l'argent, ça pousse dans les poches des parents. Est-ce qu'on peut faire une partie de micro-machine ? Non, c'est l'heure de manger. Théo s'assoit, clique. Benoît s'assoit, claque, dans le canapé. Les enfants frappent dans leurs mains.
4. Brigitte le prêtre. Stéphane, Elisabeth et les enfants sortent de l'appartement en 4e vitesse. On ne sait plus exactement dans quel ordre. Ils claquent la porte de l'immeuble. Un silence pesant s'installe dans la cage d'escalier. Il y a le téléviseur de Monsieur Ranou qui gronde. Pimps, le carlin du 2e, est derrière la porte et renifle à travers l'interstice. Tous derrière des portes identiques. Cécile gravit les escaliers avec ses chiffons et son balai. Elle balaie chacune des marches et accumule la poussière en même temps que les mauvaises pensées. Sale gosse, ça pue la pisse de chat. Ta gueule, Médor. Tous ces putains de bourgeois friqués. Elle arrive en bas avec la satisfaction du travail accompli. Elle arbore son plus beau sourire pour dire « Bonjour, Madame Denis ». Elle relâche son sourire, met son chiffon dans sa poche et frappe dans ses mains. 5. Gwenaël Rébillard. L'agent immobilier regarde Stéphane et Elisabeth comme s'ils étaient à vendre. Comme un fleuriste vendrait un ordinateur. Il ne se souvenait pas que l'agent avait vécu avec eux tant il semblait bien connaître les lieux. Quand elle ne concerne pas la vente à proprement parler, le couple qui visite l'appartement s'embarrasse de phrases toutes faites qui tombent comme des entremets sur le sol. Rencontre de 3 continents, tectonique des plaques. Le regard du couple glisse sur les culottes d'Elisabeth qui dépassent de la commode. Celui de l'agent est fin, mais bien plus insistant. Stéphane et Elisabeth ne sont pas à vendre. Ils ont comme le vague sentiment que leur personne et tous les biens qu'ils ont accumulés dans ces pièces ont été traversés comme un fantôme par les 3 visiteurs qui prennent maintenant l'ascenseur. Arrivés au rez-de-chaussée, la porte de l'ascenseur s'ouvre, l'agent immobilier et le couple frappent dans leurs mains. 6. 6. Nadine Mahé. Les trottoirs se vident progressivement. Quelques passants bifurquent par le jardin public avant qu'il ne ferme. Personne ne prend garde au chant des oiseaux. Par ailleurs, le bruit du moteur des voitures recouvre le plus petit piaillement, quoique la circulation soit moins dense à présent. Une femme tire par le bras une enfant qui pleure et qui se laisse aller de tout son poids au bout du bras de sa mère. L'agent immobilier a disparu au loin, dans le tumulte, et il n'est plus possible de différencier un couple d'un autre. L'atmosphère est de plus en plus mate, granuleuse. La journée s'efface. Un homme dont on ne voit pas le visage frappe dans ses mains. 7. Luc Cotina. Le petit Théo a de la fièvre. Il gémit et se plaint d'un mal de tête terrible. Benoît s'en fiche. Il dort comme une masse et joue à micro-machine sur les nerfs de son père, dans ses rêves. Le médecin de nuit est arrivé tellement vite qu'Elisabeth se demande s'il n'était pas déjà derrière la porte quand elle l'a appelé. Il dit « C'est bien ce que je pensais », administre 2-3 remèdes, dresse l'ordonnance. « Ça fera 50 € s'il vous plaît ». Elisabeth se demande si le médecin pensait précisément à tout ce qu'elle pensait, ou si elle n'avait pas omis, parmi toutes ses folles pensées, de penser à ce que le médecin pensait. C'est-à-dire, rien de bien grave, vous pensez. Suis-je bête, pense-t-elle en pensée. Le médecin ferme les loquets de sa sacoche en cuir, clic-clac, et frappe dans ses mains. 8. Christophe Bouchard. Par la fenêtre de leur chambre, Benoît et Théo voient le jardin public par de l'allégrie qu'escaladent Mourad et Sylvain. Ils marchent sur la pelouse qu'il est défendu de fouler dans la journée et apprécient le doux frottement de leurs pas dans l'obscurité. Ils parlent à voix feutrée, leur acuité sonore est toute tendue vers une présence probable et invisible dans le parc. Jean-Jacques est immobilisé sous un arbousier.
Mourad désigne à Sylvain la silhouette à peine dessinée dans la pénombre de Jean-Jacques, qui esquisse quelques pas pour s'éloigner. Mourad et Sylvain se positionnent sous l'arbre et attendent Jean-Jacques, qui revient pour s'éloigner à nouveau. Clic-clac font les boucles de ceinture de Mourad et Sylvain, qui sortent leur sexe de leurs pantalons, que vient aussitôt gober Jean-Jacques. Souffle, gémissement, éjaculation. Les garçons se refroquent et frappent dans leurs mains. 9. Hélène Lecor. Sur le trottoir, mais savent-ils seulement lequel c'est? 5 jeunes gens déambulent. Titi crie « Hey, Solène !» et ça va de façon grossière sur Germain qui rote. Florian dit « Oh, 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 oh !» et Titi reprend « Oh, oh !» tout en dressant une main molle qui se prend dans les cheveux de Solène qui dit « Aïe !» et rigole vulgairement, tandis que Sacha hoquette et titube, la main sur la braguette, oubliant bientôt de se soulager, comme oubliant l'existence de toutes ces personnes qui ont foulé ce trottoir-là, dans cette journée morte à présent. Titi fait le singe contre la grille du jardin public. Germain cherche sa braguette ou ses clés, qu'il enfonce dans la portière de la voiture, qui fait clic-clac et ne s'ouvre pas. Sacha vomit sur la main de Germain, qui lâche la clé en criant « Merde !» et tous de se regarder sans rien y comprendre, et de frapper dans leurs mains. 9. 10. Laurence Coste. À la terrasse du café, certains végètent et reprennent une autre bière, histoire d'ajuster leur taux d'alcoolémie. Tandis que l'ensemble des clients prend un petit café, d'autres, aux mêmes tables, ont sorti les huîtres et sirotent leur vin blanc. Des groupes se constituent par tablés anarchiques. Certains parlent fort ou se montrent plus délurés, plus exubérants. Transversalement, les enfants piaillent et jouent à tourner autour des tablés. Un type se prend les pieds dans un cabas chargé de provisions. La serveuse ne sait plus où donner de la tête et espère devenir sourde pour qu'on lui fiche enfin la paix. Les consommations s'amoncellent sur les petites tables bientôt impraticables. Le chahut et la joie du week-end s'amplifient. Le ciel devient menaçant. Ce n'est pourtant pas la guerre. Unis par une même terrasse, les clients frappent dans leurs mains. 11. Claire Morisson. Brosse, spatule, tupperware, pinceau, sandwich. À midi, pendant la pause, les fouilles continuent. Dans la nécropole, des squelettes émergent par groupes de 4 ou 5, ou seuls dans des rectangles de terre évidés. Un des archéologues, l'air pensif, boit du cola avec désinvolture et maladresse. Des questions surgissent comme de poches de gaz dans le silence minéral. Allaient-ils boire des coups en terrasse du temps où ils étaient vivants? Quelle partie de la ville leurs pas ont-ils foulé? Ils sont là, pêle-mêle, identiques dans leurs conditions de squelette, et contrastent étrangement avec les archéologues dans leur tenue outside work, pas plus digne d'intérêt. Un morceau de salade piémontaise tombe dans la gueule de ce crâne à qui ça n'était plus arrivé depuis. Les 3 archéologues regardent le morceau de tomate rouge vif qui glisse sur la mandibule. Ont-ils rendu grâce à la mort? Ils jettent leurs serviettes en papier avec lesquelles ils se sont essuyés la bouche et frappent dans leurs mains. 12. Christophe et Cobichon. Sur la pointe du monument ityphalique où sont gravés les noms, se dresse une sorte d'ange ou de déesse ailée, hallucinée, armée d'une épée invraisemblable, et pourquoi pas un affreux arlequin, tant l'allégorie est intraduisible à présent. Oriflamme, bannière, médaille, couvre-chef et tout le folklore. Les personnes en présence ont plus de 60 ans. Les plus jeunes sont des élus ou en passe de le devenir, qui font du gringue aux électeurs présents en caressant opportunément une certaine histoire.
on dépose des gerbes à ceux morts en 1870, 14-18, 39-45, j'en passe et des meilleurs, ceux morts pour la patrie. Ils sont tous morts de toute façon et les morts ne savent pas qu'ils le sont. Une pivoine tombe et éclate sur le sol, vomissant sa couleur comme une tache de sang. L'éclaboussure rouge palpite dans l'œil des personnes formant l'assemblée, qui frappent dans ses mains. 13. François Doré. Mes chers compatriotes, baisse un peu la télé, mon chéri. Un martini rosso pour moi. La crise est derrière nous. Et tu n'as pas pu prendre tes congés en juillet cette année. La création d'emplois, elle viendra des entreprises. Son fils a eu le concours de la police. Je préfère qu'un homme soit dans l'emploi plutôt qu'au chômage. La gauche ou la droite, de toute façon, c'est la même chose. C'est délicieux cette mousse. Qu'est-ce que c'est? De la crème d'artichaut. Je vais favoriser l'investissement. C'est toi qui l'as faite, Elisabeth? L'extrême droite française est néolibérale, ne l'oublions pas. Tu m'approches les cacahuètes, s'il te plaît, Stéphane? Nous réduisons le déficit. Ce sera une Thatcher au pouvoir. Un autre Martini Rosso? Qu'est-ce que sera la France dans 10 ans? J'ai préparé un tagine. L'économie est en train de repartir. Je les ai achetés sur Internet. Moins de prélèvements. Martini Rosso? Le président de la République frappe dans ses mains. « 14. Aline Fayet. Michel et sa femme rejoignent la voiture. Les enfants dorment debout. Le silence évocateur de Michel est chargé de reproches. « Tu aurais pu éviter. Ça va, tu vas pas commencer. » l'interrompt sa femme, pâle comme un cierge éteint dans la nuit. Silence pesant. Trajet tendu. Arrivé à la maison. La femme de Michel vomit sur le palier, ou ailleurs. Un morceau rouge vif glisse au bord de sa lèvre. Le martini était trop rosso, sans doute. Ou l'osso trop beaucoup, le tagine. Quel boulet! Je couche les gosses, nettoie ta merde. La porte claque. Plus un bruit. Les enfants sont couchés? Tu m'as vraiment foutu la honte. Bon, ça va, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que tu as été dire? La prochaine fois, tu me diras ce que je dois dire. Quand je pense... Suffit! Le ton monte. Michel s'emporte. Il lève la main sur sa femme. Non, dit Mélanie d'un ton ferme. Les yeux hagards, Michel s'assoit dans le canapé et écoute le best-of du discours du président de la République sans rien entendre. Mélanie s'est enfermée dans la cuisine, penchée au-dessus de l'évier. Ils s'allongent dans leur lit, raides comme des gisants qui auraient trop bu de Martini Rosso, se retournent chacun de leur côté et frappent dans leurs mains. 15. Florence Audebert. Au bord de la rivière, il y a une jeune fille qui a l'air triste. Elle marche à pas perdus. Disons que ses jambes décident toutes seules puisque la jeune fille ne semble pas avoir idée de l'endroit où elle pourrait aller. Elle fait de grands gestes des bras pour chasser les moustiques qui la taquinent. Cela reste des gestes désespérés. Son cœur est troué. Elle est seule depuis quelques jours déjà, une éternité, rongée par la solitude et l'attente. Elle n'a plus nulle part où aller sans toi. Son corps brûle d'un désir impossible. Tu n'existes plus, là, à côté d'elle, et c'est intolérable. Toi, tu es déjà dans les bras d'une autre, ou tu t'éclates quelque part avec des amis en buvant des Martini Rosso. Sans conviction, la jeune fille a l'air triste, écrase un moustique en frappant dans ses mains. 16. Jean-Michel Masson.
transperce la peau de l'eau qui la parcourt de la tête aux pieds de manière fulgurante. Elle plonge vers l'abîme, espérant qu'il n'y ait pas de fond. Elle ne sait pas si elle pense à quelque chose. Il y a juste l'écho en ondes qui parvient à ses oreilles, comme si elle nageait soudain en elle-même. Son corps est porté malgré elle vers la surface, simple réaction physique ou réflexe instinctif. Sa tête sort de la masse liquide et avale une intense bouffée d'oxygène. Ses oreilles sont à présent envahies par le raffut que font les enfants dans cette piscine. Elle barbote et entrevoit bientôt le regard du maître nageur qui lui sourit. Elle lui rend son sourire. Des vaguelettes tapent et clapotent contre ses dents. Le maître nageur va et vient le long du bassin, déroule toute sa superbe et frappe dans ses mains. 17. Sylvain Crozet. Le flot continu de voitures qui glissent sur la rocade. De bras en bras s'écoulent des files ralentis pour atteindre le cœur de la ville. L'irrigation automobile comme empêchée par des véhicules venant de toutes parts. Des conducteurs qui râlent, des pots d'échappement qui fument, des motocyclistes qui fulminent, un rond-point devenu impraticable et, au niveau du carrefour, des feux tricolores imperturbables que plus personne ne respecte. Au milieu de l'imbroglio, un agent de la circulation, impeccable dans sa tenue, agite les bras en tous sens et s'égosille dans son sifflet. « C'est à moi de passer ?» s'étonne chaque automobiliste. Le vendredi soir, c'est la grande marée humaine. L'agent de la circulation s'interpose entre 4 véhicules pour laisser passer une femme enceinte. Pour la circulation, il ne peut plus rien faire d'autre. Il fait craquer ses doigts gantés et frappe dans ses mains. 18. Jean-Christophe Fournial. La maman de Stéphane rentre d'un périple où elle a visité un grand nombre de pays de l'Est. Il ouvre à peine la porte qu'elle parle déjà de la Lituanie et de la Lettonie. N'avait-elle pas commencé à parler de l'Estonie sur le palier ? Toujours est-il que la journée va être longue. Le père de Stéphane est juste là pour acquiescer aux bons souvenirs. Les enfants sont sages comme des images, considérant le gros sac de mamie qui devrait, selon toute vraisemblance, regorger de cadeaux. Papy sort un paquet qu'il tend à Théo, puis un autre pour Benoît. Théo sort de l'emballage un petit arlequin affreux, fixé à un socle par une tige qui lui passe par. Ça vient de Pologne, dit mamie. Un gros phylactère s'étend au-dessus de la tête de Théo, où il est inscrit « Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la Pologne ?» Il appuie sur un petit bouton, le mécanisme se met en branle, le petit arlequin s'agite, sautant, et après le dernier tressautement frappe dans ses mains. 19. Marisol. Les petites silhouettes avec leurs cartables carrés sur le dos cavalent dans la cour, s'engouffrent sous le préau et disparaissent pour rejoindre leurs salles respectives. Aujourd'hui, c'est la séance de photographie de classe. Les enfants se disputent pour savoir lesquels sont les plus grands et obtenir les meilleures places, là-haut, debout sur le banc. Savent-ils seulement que cette heure anodine les fera entrer dans quelque postérité ? On se demandera plus tard lequel a fait carrière, politique ou industrielle, ou a raté sa vie. Plus tard encore, lequel est mort, quand, comment. Et on ne verra plus rien d'autre sur cette photographie que des enfants, avec des sourires qui révèlent quelques personnalités intraduisibles à présent. Le photographe s'impatiente. Serrez-vous, bon sang, et ne bougez plus. Les enfants sont alignés comme des livres dans une bibliothèque. Cheese, clic-clac. Le petit oiseau sort définitivement. Les enfants tentent de l'attraper en frappant dans leurs mains. 20. Juliette Philippe.
enfants jaillissent du préau et se dirigent vers la grille. Un geyser de petits cris submerge le quartier. Mamie est venue chercher Benoît et Théo à la sortie de l'école. Chouette, on va pouvoir acheter des bonbons. Les enfants sautillent et s'empiffrent au sortir de la boulangerie. La rue est obstruée. Une foule dense et immobile s'y est amassée. Les badauds se tiennent à bonne distance d'une statue vivante juchée sur un socle avec une tige de fer qui lui passe par. Oh, regarde mamie, un automate. L'homme statue tient dans ses mains une forme invisible qu'il berce et couve du regard. Puis, dans un mouvement mécanique et gracieux, tend une main vers le ciel. Il boit une bière? Non, il tient une épée, on dirait. L'automate s'immobilise durant 5 interminables minutes, sous le regard médusé des spectateurs, qui soudain tressautent quand, brusquement, l'homme statue frappe dans ses mains. 21. Assia Belgerou. La foule s'agite. De la foule s'ajoute à la foule. Comme un courant d'air glisse sur chacun des visages. Le fond de l'air est rouge, le ciel menaçant. Les badauds, les chineurs, les consommateurs impulsifs laissent la place à une foule avide, en rang serré, munis de banderoles bariolées de formules intraduisibles, munis de porte-voix et de slogans divers et rebattus. Ils quittent les trottoirs pour marcher à même la chaussée. Est-ce bientôt la guerre? On lance des œufs sur les banques. Une tomate éclate sur le fronton d'un bâtiment public. L'impact, comme une blessure, palpite dans le regard exorbité de la foule qui rugit de concert. On les aura. Des fantômes portent les manifestants à la surface de l'insurrection. Une colonne de CRS se dresse au bout du boulevard. Le silence contamine progressivement le défilé et serpente jusqu'à sa queue. Soudain, la masse mugit, l'immense clameur gronde, les manifestants s'immobilisent et frappent dans leurs mains. 22. Cédric Boulard. Les manifestants fougueux vocifèrent « CRS, cesse, cesse, CRS, cesse, cesse !» La mise en scène est commune. Ils ont secrètement invoqué la présence des forces de l'ordre pour se faire plus fort encore. « CRS, cesse, cesse, CRS, cesse, cesse !» Au-delà de toute signification probante, c'est sûrement une forme de reconnaissance, de démonstration valorisante pour la garnison au garde à vous. Une solide impression d'exister et de pouvoir le faire sentir. Quel mal y a-t-il à se sentir exister? Au reste, de quel côté vaut-il mieux se trouver? Où est la raison? Romain caresse sa matraque qui répond en silence à toutes les questions qui pourraient le tarauder. Il n'y a pas de questions. Romain et ses acolytes posent des réponses. Imprévisible, la colonne de CRS fait un pas en avant comme un seul homme. Les manifestants détalent. Les CRS reviennent sur leurs pas, reprennent leur position initiale et frappent dans leurs mains. 23. Nevenka Kričík. Ils se mettent à courir, détalent comme des lapins et restent cependant au même niveau pour échanger. Mes impôts ont encore augmenté. Moi, c'est pareil, plus d'un mois de salaire. On a écourté nos vacances cette année. On passe par le jardin public? Ok, c'est surtout qu'on vient d'acheter un appartement avec ma femme. Ah oui, ça y est? Ou alors, il parle de bagnoles, d'opérateurs téléphoniques, des Girondins de Bordeaux, jamais des Brissotins, de Nietzsche ou du nouveau réalisme. L'un des deux joggeurs est pris d'une pointe de côté et s'arrête au pied d'une grosse statue. Ils reprennent leur course plus faiblement, se taisent et ne s'entendent pas dans leur silence. Les deux joggeurs rejoignent leurs voitures respectives, se disent au revoir et frappent dans leurs mains.
24, Sophie Coursimo. Un couple de personnes âgées qui marchent côte à côte sur le trottoir très étroit. Il arrive derrière eux, cherche à les contourner en passant entre deux voitures, mais il n'y a pas l'espace nécessaire. Il piétine derrière le couple en forçant le bruit de sa respiration, histoire que l'homme et la femme âgée remarquent sa présence et s'écartent pour le laisser passer. Font chier ces vieux. Il tente de se faufiler entre les deux prochaines voitures garées, mais une attache remorque, certainement noire de graisse, aura raison de son pantalon de flanelle beige. Qu'est-ce qu'il fout dehors à cette heure-là, ces vieux cons? C'est à leur retraite et ça emmerde le monde aux heures de pointe. Il s'est adapté à leur cadence. Il pourrait marcher sur les mains s'il voulait. Putain. Il les accompagne jusqu'au bout de la rue, les dépasse lentement comme s'ils n'étaient pas pressés et leur adresse cordialement un « Bonsoir, messieurs, dames ». Le couple lui répond, mais il a déjà disparu. L'homme et la femme âgée s'arrêtent pour reprendre leur respiration et frappent dans leurs mains. 25. Hélène Mallet. Stéphane fait attention à bien lever les pieds en marchant. Son patron lui a fait remarquer qu'il traînait sacrément des savates. Entendez par là une marque certaine de manque d'enthousiasme au travail. Quoique dépité, Stéphane rentre chez lui en comptant chacun de ses pas, content qu'il soit franc et décidé, son footing à lui. Il suffirait d'un rien pour qu'il sombre dans la déprime. Il ne sait pas pourquoi au juste. Il s'enfonce nonchalamment l'index dans le nez et extrait de sa narine une crotte filandreuse. Il scrute les environs. Personne. Le plus discrètement possible, il porte sa main à sa bouche, y glisse l'excrément, mi-sec, mi-gluant, qu'il racle contre ses incisives. Lorsqu'il lève les yeux, il aperçoit une silhouette. Un homme sur son balcon l'observe attentivement depuis 3 bonnes minutes. Stéphane détale. La silhouette le fixe jusqu'à ce qu'il disparaisse. Du vide sort de la bouche de l'homme à son balcon, qui frappe dans ses mains. 26, Yuna Lebras. La nuit est tombée. Clic-clac font les fers de ses talons au contact du trottoir. Elle arpente la rue aux abords d'un chantier, fait le pied de grue, va et vient, déroule toute sa superbe. Des jambes interminables, une poitrine mise en valeur, les lèvres rouges pivoines. Elle attend, elle sait qu'il viendra. Tiens, celui-là dont l'œil palpite, celui-là ou un autre. Tous ne voient qu'elle et la traversent comme un fantôme. Une seule question pour qu'elle existe, toujours la même. Tous ces faux culs qui savent tout sur tout, ces peines à jouir, tous ces malades qu'elle n'est pas là pour guérir, tous ces folles en Christ, ces missionnaires que tyrannise la surprise du sexe. Pas plus d'emballage que d'embâge. C'est combien ? Pour toute réponse, une fiente d'étourneaux s'abat sur le client. La prostituée ne bronche pas et frappe dans ses mains. 27, Jasmine Berder. Une masse noire vaporeuse se découpe et tournoie dans le ciel. Une menace protéiforme, un air de fin du monde. Des milliers d'étourneaux fondent progressivement sur la ville. Des milliers de possibles pour autant d'aruspices et d'augures. Un nuage d'oiseaux s'abat en grêle sur la grue jaune du chantier. Un autre fond sur la rangée de platanes en cataracte. Les passants longent les murs sous le torrent. Les terrasses de café sont mouchetées. La place est prise d'assaut. Le pépiment apocalyptique couvre bientôt le bruit de la circulation automobile. Un passant observe la grue crénelée de pointes noires. Il pense pouvoir les effrayer et les faire fuir. Il sourit déjà, sûr de sa toute-puissance. Il sort les mains de ses poches, amorce le geste, mais la nuée anticipe et s'envole d'un coup tandis que le passant frappe dans ses mains.
28. Gilles Respriget. Impossible de se souvenir du bâtiment qu'il y avait là. Pourtant, la surface de construction au sol est impressionnante. Les maçons en sont déjà au 2e étage. Il devait y avoir un commerce, c'est sûr. Je pense qu'il y en avait plusieurs. Il faudrait une photo et ça me reviendrait. Il n'y a plus qu'un grand invisible écrasé par la masse de ce nouveau bâtiment forcément laid. Forcément parce que nouveau. Les ouvriers crient « Passe-moi le niveau !»« Fais gaffe du con !»« Putain, tu me casses les couilles !» Comme s'ils étaient chez eux. Toujours chez eux tant que personne n'y habite. Par l'ouverture de ce qui sera un balcon, 2 maçons observent une jolie femme qui croise leurs regards. Elle détourne les yeux et poursuit son chemin. Ce n'est pas encore la pause. L'odeur de ciment est tenace. « Qu'est-ce que vous foutez, les gars ?» Les 2 maçons tournent les talons et frappent dans leurs mains. 29. Céline Lecor. Il est assis contre le mur, à la sortie de la supérette. Il est là comme les statues sont là, dans le jardin public, comme le monument aux morts, mieux que les clients à la terrasse du café, bien à sa place. Il respire les parfums sucrés, fleuris ou aigres des passants qui l'esquivent du regard, comme s'il allait falloir l'affronter. Juste une main tendue. Faire la manche, c'est un métier. Le protocole veut qu'on ne demande jamais la pièce. On la reçoit. C'est un principe et il y tient. Il observe le flot des voitures et de conducteurs dans leur habitacle. Une approche relativement abstraite de la vie. Le fantôme de toutes ces personnalités rangées dans leur camp à soi, qui se décrottent le nez, qui téléphonent, qui s'appliquent du rouge à lèvres. Quand a-t-il fait l'amour pour la dernière fois ? Le feu passe au vert. Une pièce tombe avec un mot gentil. « Merci, madame ». Le mendiant frappe dans ses mains. « 30. Anne-Claire Bourdois. Les rayons éclairés au néon donnent de magnifiques et tolérables couleurs aux articles alignés. La viande est rouge comme la vie. Les produits laitiers sont verts comme les prés. Les détergents sont bleus comme la mer. Les alcools étincelants comme les yeux des enfants. Tout rutile comme l'argent. Du café récolté par des Sud-Américains en habits traditionnels de misère. Ou une barquette de lardons d'une marque de confiance qui a fait abattre combien de porcs ce matin. Ou des carottes d'un orange immarcessible à consommer dans les 10 ans. Pas besoin de révolution, il y a tout ce qu'il faut pour la survie ici. Et plus encore. Il est 9 heures. Certains clients attendent dehors depuis plus d'1 quart d'heure. Le gérant ouvre les portes coulissantes et déroule toute sa superbe. Les caissières sont à leur poste et affûtent leur sourire. Automatisme bienveillant. La vie prend ses droits. Le personnel du magasin frappe dans ses mains. 31. Cécile Richard. Elle ressort de la supérette avec un paquet de coquelines fourrées à la fraise. Longtemps, elle en a rêvé étant toute petite. Le cœur rouge vif des petites madeleines en forme de coquillage, suggestion de présentation terriblement alléchante. Elle se souvient qu'elle fut très déçue le jour où, grâce à sa grand-mère, elle put enfin y goûter. Son ventre ballonne. Elle aime à se voir ainsi déformée. La petite fille qu'elle était sans la vie qui bat en elle. Elle est le cœur de la ville. Elle va mettre au monde. Et elle est au monde plus que n'importe quel passant dans cette rue qu'elle défie du regard avec l'insolence d'une divinité. Sa douceur et son ravissement sont d'une indicible cruauté. Elle pénètre dans le hall de la maison de retraite où sont comme entreposés des vieillards hagards
éberluée par sa jeunesse et son ventre rond qu'elle protège instinctivement de ses mains. Ils annonnent quelque chose d'incompréhensible, comme s'ils pensaient qu'elle était venue pour eux. La nuit des morts vivants. Comme dans une vieille série Z, elle court vers l'ascenseur pour leur échapper. Le regard diaphane des résidents s'éteint, puis les vieillards frappent dans leurs mains. 32, Manu Gauthier. Elle frappe à la porte 102. Une voix derrière l'invite à entrer. « Bonjour grand-mère ». La vieille femme est assise près de la fenêtre pour voir les choses se passer, comme assise au bord d'un fleuve. Elle tourne la tête et sourit à Elisabeth. Son visage est lumineux, son regard enfantin, ses cheveux gris ébouriffés. « Tu vas bien ? Je veux rentrer à la maison. » Elisabeth ne répond pas. « Tu es en vacances ? Non, grand-mère. »« Tiens, les coquines, tu te souviens ? » Non, j'étais bien mieux à la maison quand même. Tu as une jolie vue. Tu es en vacances ? Non. C'est une fille ou un garçon ? Je ne sais pas. Elle laisse le regard de grand-mère glisser sur son ventre. Rivalité entre une mort prochaine et une naissance imminente. Je veux rentrer à la maison. Oui, grand-mère, je sais bien. Tu as mangé ? Non, je sais plus. Tu es en vacances ? Tu me l'as déjà demandé. Il faut que j'y aille. La porte se referme. La vieille femme tourne la tête vers la fenêtre, d'où on la voit, du bas de l'immeuble, frappée dans ses mains. 33, Thomas François. Le cercueil est sorti du corbillard et déposé sur le chariot. Il y a quelqu'un à l'intérieur, mais on ne le voit pas. Et il n'en sortira pas. De toute façon, il n'existe plus. On n'entend pas très bien ce que se disent les personnes en présence qui parlent à voix feutrée. On entend très bien, par contre, les nez qui reniflent et les baisers qui claquent. Par petits groupes, elles piétinent, la démarche roide. L'attente est longue et inexplicable. Le temps n'existe plus. Des gerbes de fleurs coruscantes éclaboussent le sol, et tout autour, dans les rues adjacentes, des gens vaquent à leur occupation et regardent avec curiosité cette boîte en passant, comme s'il y avait quelque chose à voir. Elisabeth croise l'assemblée. Elle marche vers demain et parle tendrement à son ventre. Bientôt, le petit oiseau va sortir. Le cortège qui se forme ne lui prête pas attention. Et puis ce bébé est invisible et n'existe pas. Les croque-morts soulèvent le cercueil avec ce quelqu'un à l'intérieur à qui l'on doit le cortège qui se met en branle et qui frappe dans ses mains. 34, Rachel Moreau. Le train arrive en gare. Tous les voyageurs tirent des têtes d'enterrement à travers les fenêtres des voitures. Comme de petits cercueils à roulettes, les voyageurs sortent des wagons, pas mécontents de se séparer enfin de ces compagnons de route imposés. Ils viennent tous de quelques pays et se précipitent nulle part, s'enfoncent dans la masse grouillante pour disparaître bientôt. Personne n'habite ici et tout le monde s'y croise. Combien de visages qui circulent, de regards qui ont vu les yeux de celui qui a vu les yeux de celui qui a vu les yeux de celui qui a vu les yeux de celui. Un simple fil qui tournicote jusque dans ces petites boîtes téléphoniques que chacun porte à son oreille pour s'entendre dire des belles choses et sourire. « T'es où ? T'es arrivé ?» Le chef de gare, dans son complet bleu, semble venir d'une autre époque. Une valeur sûre malgré tout, tandis que des voyageurs paniquent. Le train pour... C'est bien celui-là ? Oui. Et maintenant, comme des oiseaux en cage. Le chef de gare siffle. Le train démarre. Les visages deviennent flous avec la vitesse. Encore un de parti. Mission accomplie. Le chef de gare frappe dans ses mains. 35. Arnaud Guillou. Tous ces gens qui défilent, appartenant à la même espèce et se croyant différents. Ce sont surtout les enfants les plus pénibles. Dans leur émerveillement, ils ne peuvent s'empêcher de crier.
C'est agaçant. Les adultes, eux, sont relativement ridicules. Plus ridicules encore sont les amoureux qui pourraient s'offrir n'importe quel spectacle tant ils sont transis. Ils s'embrassent sur la bouche. C'est un signe de base chez les humains qui s'aiment. C'est aussi un signe de compatibilité. L'échange de salive qui transmet les informations utiles au cerveau. Et cette manie de nous balancer des cacahuètes, remarque que les babouins ne sont jamais en reste. Je ne parle pas de ceux qui nous tendent leur banane à travers les barreaux, qui frissonnent à l'idée d'un danger potentiel et qui ne nous la donneront pas, la banane. Vivement ce soir que ça ferme. Je suis certainement plus au fait de leurs mœurs idiotes que ne pensent l'être des miennes. Depuis le temps. Aïe, une cacahuète dans l'œil. Le grand singe soupire et frappe dans ses mains. 36. Hélène Richard. Dans les rayonnages sont entreposés des milliers de livres alignés comme des enfants sur une photo de classe. Une femme au visage flétri comme un Marocain fusille d'un regard oblique un réceptionniste qui décortique des cacahuètes sans plus de discrétion. Monsieur Hirsute somnole et fait des bulles sur un divan de la salle de lecture. Une femme enceinte feuillette « Mourir autrefois », recueil établi par Michel Vauvel. Le vacarme des pas feutrés sur la moquette est intolérable. Regard oblique sur chaque déplacement. Un enfant joue à micro-machine sur sa tablette. Regard oblique, perdu. Un homme ne parvient pas à se concentrer sur les principes régénérateurs du système social de Billaud-Varenne. Regard oblique qui fuse jusque sur un billet qui traîne. Je suis allé m'installer à une autre table. Rejoins-moi. Un autre billet s'échappe d'un périodique. SOS, SOS, SOS. Cherche copine désespérément, toutes me conviendraient, je n'ai plus le choix, je me contenterai de la première venue avec plaisir. F 06 83 79. L'amour entre toutes les pages. La responsable demande à chacun de rejoindre la sortie. Les usagers ferment les livres en les faisant claquer, heureux de pouvoir enfin faire du bruit. Regard oblique et frappe dans leurs mains. 37, Anne Vestu. J'ai envie de sortir avec toi. Retrouve-moi au niveau du parcours de santé, près de l'écluse, à 17h30. Julie. Stanislas pouffe de rire en lisant le mot qui ne lui est pas adressé. Il le fait quand même circuler jusqu'à Thomas, à qui il est destiné. Comme ça, toute la classe est au courant. Dis-moi dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Faut le dire si je vous dérange. Avant ça, Élise avait dit à Thomas que Julie était amoureuse de lui. Thomas s'était alors fait un malin plaisir à snober Julie dans la cour, à rouler des mécaniques sûres de sa toute-puissance et de sa supériorité, se prenant à son propre piège, à son propre amour naissant pour la jeune fille. Impossible après ça d'être naturel en sa présence. Mais Julie n'a pas été dupe et son intuition féminine a fait le reste. 17h15, Julie attend déjà. 17h20, tu ne veux pas y aller quand même. Thomas tente de se débarrasser de ses camarades. 17h27. Le surveillant lui réclame un billet d'absence pour la veille. Oui, mais... Dans mon bureau. 17h40, Thomas part en courant et renverse un enfant à trottinette. 17h43, sentiment d'humiliation prévisible. 17h48, Julie n'est plus au rendez-vous. Thomas baisse la tête. Il ajuste l'écho en ondes de la cascade de l'écluse qui parvient à ses oreilles. Il frappe dans les mains. 38. Corentin de Jean de la Bâtie. Perdican me demande de lui dire adieu, avant de partir, près de la fontaine où je l'ai fait venir hier. Un homme tousse dans la salle. Que peut-il avoir à me dire? Quelqu'un en deuxième rang ronronne et fait des bulles. Voilà justement la fontaine et je suis toute portée. Dois-je accorder ce second rendez-vous? C'est chiant. Ah, elle se cache derrière un arbre. Voilà Perdican qui approche avec Rosette, ma sœur de lait. C'est surtout très mal joué. Je suppose qu'il va la quitter. Et puis cette mise en scène contemporaine avec des costumes atroces qu'on ne mettrait pas seulement pour un mariage. Je suis bien aise de ne pas avoir l'air d'arriver la première.
C'est pas bientôt fini? Quel supplice! Entre Perdican et Rosette qui s'assoient. Les spectateurs, comme un seul homme, frappent dans leurs mains. 39. Marina Le Guenec. Ils ont fait 100 km pour voir une pièce de théâtre qu'on leur a chaudement recommandée et qui les a refroidis. C'était vraiment chiant cette pièce. J'avais presque envie d'accoucher sur place pour qu'il se passe enfin quelque chose. Toi au moins, on t'aurait applaudi avec enthousiasme, ma chérie. Vouloir faire moderne et faire sinunuche, ça relève de l'exploit. Stéphane porte un doigt à son nez tout en conduisant. L'impact des phares sur les lignes blanches et les bornes réfléchissantes devient hypnotique. Un silence profond s'installe dans l'habitacle. La voiture glisse seule sur cette route, faisant oublier l'existence de toutes celles qui ont circulé là, dans cette journée morte à présent. Un autostoppeur apparaît soudain dans la nuit à la lueur des phares. « Attention !» Elisabeth se jette sur le volant. « Non !» La voiture fait une embardée. « T'es folle ? Putain, l'autostoppeur ! Mais j'avais vu, j'ai eu peur. Quel con ! Il est dingue, ce type !» La voiture disparaît dans la nuit, le calme est revenu. La nuit est dense, impénétrable. Plus aucune voiture ne passera dorénavant. On ne voit pas l'autostoppeur dans l'obscurité, mais on l'entend frapper dans ses mains. 40. Mathias Prime. Un manchot halluciné, avec des ailes dans le dos, lève les bras au ciel en vitupérant. Personne ne le regarde ou fait semblant, se remémorant à toute vitesse quelques prises d'aïkido. Le manchot pète en s'esclaffant et crie « Regardez, regardez ce que je sais faire !» et frappe dans ses mains. 41. Marine Bouilloux. Sur le parvis de l'église, une foule bigarrée dans des costumes atroces que les invités ne remettront pas de sitôt. Tous s'agitent et piaillent insolemment autour du marié, fébrile, dans son costume fait sur mesure, rehaussé d'une pivoine rouge à la boutonnière. La mariée arrive au bras de son père, dans une ample robe de dentelle blanche, légère et vaporeuse, prête à s'envoler. Le cortège bariolé pénètre dans l'église. Une balle d'émotion transperce de part en part une convive qui s'effondre. Et inacardia ego. La dramaturgie s'immisce dans le moindre interstice du bonheur. Le curé fait son office avec les questions habituelles. Son discours, à tout le moins empli de morale religieuse, est somme toute très sexué. Dans quelques instants, elle sera à moi, pense le marié, avec l'accent des phallocrates enragés, pour rentrer d'où ils sont sortis. Ce qui s'agite dans la tête de la mariée n'en est pas moins banal. Elle a envie de répondre non dans un acte insensé, juste pour voir ce que ça ferait. Voulez-vous prendre... Oui. Oui. La messe est dite. Une bonne chose de faite. Considérant la magie de l'instant comme sa probable fatalité, les mariés frappent dans leurs mains. 42. Tanguy Nedelec. Il se faufile tel un arlequin au milieu de ce qu'il considère comme des carnavaliers. Par association de pensée, le mot carnassier lui vient à l'esprit et l'envahit peu à peu. Son sourire devient dangereux. Il est stupéfait par une femme montgolfière d'un blanc immaculé qui tient par le bras ce qui semble être le dormeur du Val, avec son trou rouge au côté droit. Il s'agite sottement et pouffe de rire à chaque instant. Il entre dans la grande église et reste pantois devant les vitraux comme s'il avait pénétré un kaléidoscope. L'enfilade de chaises vides l'impressionne par sa capacité à être vivante. Il hoquette, ça le fait rire. Il observe un Christ pathétique qui écarte les bras sur sa croix. Il serre les siens contre son torse. Il a soudain froid.
L'effet des champignons hallucinogènes devrait le tenir encore 3 heures dans cet état. Il s'arrête devant un portrait de la Vierge Marie. Il la trouve par trop lascive, et sa tristesse idiote le fait pouffer. Des taches noires lui parcourent la vue comme une nuée d'oiseaux. Il éternue sans cesse, se mouche et ponctue le tout d'un rire sec et nerveux. La Vierge Marie relève la tête, le fixe droit dans les yeux et frappe dans ses mains. 43, Éric Mahé. Dans la sacristie, le prêtre range ses effets. Les enfants de chœur s'activent, enlèvent leurs chasubles. Il y a foot cet après-midi. Le parfum de leurs vêtements parvient aux narines du prêtre, toujours sensible aux mouvements olfactifs. Il observe leur corps s'agiter, comblé devant tant d'innocence. « Au revoir, mon père !» Il claque la porte. Un silence pesant s'installe dans la sacristie. L'homme ne s'était pas aperçu de l'agréable érection qui le tenaille. Il pose sa main sur son sexe qu'il empoigne légèrement. La mariée était très belle et désirable pour tout homme qui peut désirer. Il relâche la pression de sa main sur cette réalité tangible. Il est bien en vie. Mais la chair est triste, hélas, et il a choisi d'être mort ici-bas pour vivre éternellement au-delà. Il lève les yeux sur son amant crucifié. On ne badine pas avec l'amour. Il écarte les bras et, accomplissant ce que son idole en plâtre ne peut accomplir, il frappe dans ses mains. 44, Anne Filouze. Patate pourrie. Le petit enfant trisomique éclate de rire devant la statue du commandeur ou d'on ne sait quel héros taillé dans la pierre. Tas de cailloux en forme de bonhomme. Il lui tend une coqueline, mais le héros pétrifié reste muet. Joachim détale. Qu'il reste interdit devant une statue, un papillon, un rosier ou un autre enfant, les personnes qu'il croise changent ostensiblement d'attitude, ne sachant plus comment se comporter. Romain et Delphine en ont assez de lui courir après. Joachim fait attention à bien lever les pieds en marchant et avance doucement vers l'arbousier, cet arbre au milieu du parc auquel tout le monde a fini par s'habituer. Il balbutie quelque chose en sa direction. Le vent fait frémir son feuillage. Joachim lui propose la petite Madeleine fourrée que le héros de marbre n'a pas daigné considérer. L'arbre répond. L'enfant dépose la coqueline au pied de l'arbousier, gémit de plaisir et frappe dans ses mains. 45. Nathalie Vallée. Après la pluie, le beau temps. Les corolles de pivoine ploient sous le poids de la pluie. Les iris perlés de gouttes étincellent. La roseraie brille de milliers de petits yeux. Le jardinier passe dans les allées et allège quelques bouquets d'un geste délicat de la main. Plus tard, un vieil homme s'assoit sur un banc. Il respire fort et dérange dans sa lecture une jeune femme à ses côtés. Chacun de ces gestes du bras ou de la jambe réclame un temps de récupération impossible. Le jardinier lève les yeux et aperçoit, très haut dans le ciel, un avion minuscule au bout d'une traînée blanche. À l'intérieur, les passagers n'ont pas conscience qu'on les observe indirectement. Détachés des préoccupations terrestres, il faudra bien qu'ils atterrissent. L'hôtesse leur indique la position du vol. Les passagers frappent dans leurs mains. 46. Poupe Perronneau. L'adolescent se penche sur le panneau pour consulter les horaires, regarde sa montre et souffle. Il s'assoit sur le banc prévu à cet effet. Un vieux monsieur s'installe à son côté. Il dégage une terrible odeur de naphtaline. Le vieux monsieur observe les mains de l'adolescent et dit « J'avais les mêmes ». Les yeux du garçon glissent des mains flétries à l'écran de son téléphone portable où aucun SMS ne s'affiche.
et le bus qui ne vient pas. Une femme et son enfant restent debout sur le bord du trottoir. Un jeune homme avec un sac à dos s'appuie contre l'abribus. L'enfant, dont on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, ramasse des fleurs échappées d'un buisson et les lui offre. Il effectue des gestes de tendresse à l'endroit du jeune homme au sac à dos qui devient écarlate. « Laisse le monsieur tranquille, Camille. » Une jeune fille mange une banane, les écouteurs enfoncés dans les écoutilles, et chantonne. Le bus arrive, la mère tend le bras. Le bus ne s'arrête pas. Le vieil homme ricane. La pluie commence à tomber. Dépités, les voyageurs se regroupent sous l'abribus et frappent dans leurs mains. 47, Myriam Gauthier. Là, c'est moi qu'on peut dire la compagnie. L'autre jour, elle m'avait dit que c'était pas qui m'a monte. Après, ma nièce, oh là là là, que dit maintenant, toujours un peu. Qu'est-ce que j'aurais été lui dire qui fait qu'elle est plus mais non, pas moi. Dose des bons, c'est toujours la perle à ma possible, comme si c'était ma faute. Papa, à une époque, était comme ça. Oui, qu'il disait, va pas là, bagasseur, la rébellion. Pour moi, c'est pas possible. Elle voudrait que je... Ça pourquoi? On a l'oreille et l'attention toute tendue vers sa parole, mais on ne comprend pas tout ce qu'elle dit. Elle est assise sur le muret. Apprêtée comme elle est, on imagine bien qu'elle fut jeune. À côté d'elle, un sac rempli d'inutilité. Les mains posées sur ses genoux, elle fixe le sol. Ses yeux transpercent le trottoir jusqu'à l'autre bout de la terre. Elle se tait un instant. Elle dit encore « C'est un monde !» souffle et frappe dans ses mains. 48, Alain Elou. Il sort de chez lui. C'est la nuit. Il n'a pas bien dormi. Le jour commence à pointer. C'est l'aube. Et il faudrait encore qu'il aille travailler. Son sang circule en pagaille. C'est l'aurore. Pas un oiseau ne piaille. Pas une voiture à l'horizon. C'est l'heure bleue. Un nouveau jour prend la place de tous les autres. Tout continue. Il tousse. Il n'y a que lui, seul avec le soleil. La lune est toujours là, sur un ciel bleuissant. Il la regarde en fronçant les sourcils, voulant qu'elle disparaisse et laisse la place à toute autre chose. Alors, dans le silence, comme pour désamorcer la colère qui risque de prendre toute la place aujourd'hui, ou comme on chasse un mauvais rêve, il frappe dans ses mains. « 49, Myriam Ingrao. Ils entrent par effraction. Le premier se saisit d'un arlequin en bronze qu'il jette contre un poste de télévision. Un autre arrache les rideaux de la fenêtre, les jalousies. Un autre encore éventre un clic-clac du XVIIIe siècle. Ils vident le bar, engloutissent main alcool fort et liqueurs sucrées, aux saveurs fulgurantes et écœurantes. Le regard exorbité, ils mugissent de concert. L'ennemi est invisible, mais il est là. Il renverse les meubles, brise mobilier et bibelots, faïence des WC, lavabo, etc. Il se blesse à plusieurs reprises, mais ne ressente rien. Il lapide un portrait de la Vierge, allume un feu où il jette livres, photographies, vêtements. Il s'essuie les pieds dans des draps blancs maculés de boue et d'urine à présent. Ils ressortent et inscrivent à la bombe sur la façade extérieure « Peur, avoir, plus, ne ». Les casseurs s'éloignent nonchalamment, n'échangent aucun regard et frappent dans leurs mains.
50, Fanny Chériot. Ah oui, j'oubliais José. José est un ami de longue date d'Elisabeth. Ils ne se sont pas revus depuis longtemps. Il était venu à son mariage, mais vu les circonstances, il n'avait pas trop eu le temps d'échanger. José, cigarette à la main, ouvre la porte-fenêtre de son appartement pour accéder au balcon. Progressivement, il n'a plus donné de nouvelles ou a réussi à ce qu'on n'en prenne plus de lui. Il recrache une dernière bouffée et écrase sa cigarette. On cherche toujours à lire sur le visage d'un ami les traits de quelque chose qui dirait que... Mais non, on ne cherche jamais à lire. José enjambe la balustrade, s'y suspend, les pieds dans le vide, les yeux ouverts, et frappe dans ses mains. Tout est conforme. Merci. Merci pour votre attention. Voilà, tout est conformément dévoilé. On veut le livre, oui, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais remercier d'ailleurs, tous les participants. C'est pas un exercice très facile, quoi. C'est toujours un peu, un peu flippant. Moi-même, j'étais un peu à court d'eau. Je me suis reposé sur la bière, mais ça l'a pas fait. Voilà, et donc du coup, si vous voulez, la buvette, généralement, on fait passer un chapeau, donc si vous voulez mettre dans le chapeau, il n'y a pas de souci. Ah bah c'est un entonnoir, ça me va bien. Et voilà, sinon, il y a les exemplaires du livre qui sont là, il est à 5 francs, il est quasiment à prix coûtant, parce que à 5 €. Excusez-moi, je viens d'une autre époque, c'est mon âme littéraire qui dit que je suis encore au début du siècle. Le clip alors. Ah, le clip, vous voulez que je dise c'est quoi le clip? Je crois que je sais. Non, en fait, je voulais faire un clip de, comment ça s'appelle, de Bette Davis, Eyes. Ça, je veux toujours le faire, mais ça fera dans ses mains. Non, en fait, c'est un morceau de Radiohead qui s'appelle We Suck Young Blood. Je sais pas, c'est We Suck Young, c'est IRA. Je vais pas vous le faire, je connais pas les paroles. En fait, il frappe tout le temps dans ses mains et ça a donné cette gimmick. J'avais cette image de gens comme ça qui frappent dans leurs mains. Et le dernier, pour lequel ça a des conséquences irrémédiables. Alors après, du coup, quand on écrit, pour chaque séquence que j'avais comme ça en tête, bon, j'ai inventé une petite histoire. Et là, par exemple, pour le mec qui se met à son balcon, il y a certainement une petite histoire. Mais j'aime pas trop les trucs un peu psychologisants comme ça, donc la question elle est pas... Bon voilà, j'ai inventé un truc en disant il est seul, bon pourquoi il se jette par le balcon, mais après j'aurais pu trouver un autre truc, c'est qu'il était en train de repeindre et qu'il a dérapé, c'est vrai, mais j'y pense que maintenant. Donc voilà, ça c'est fait, c'est con, mais après une correction et une prochaine édition. Voilà, donc il est pas à 5 francs, il est à 5 €, quasiment prix coûtant, donc voilà. Et oui, du coup, je l'ai dit d'entrée de jeu que j'étais déçu parce qu'il devait avoir un peu plus de gueule. J'avais demandé un papier bouffant et puis finalement, au final, ils faisaient un papier normal. Ouais, c'est quel banquier qui avait le nom de l'imprimeur est indiqué sur la dernière page. Merci Régis. Merci à tous.